Bonsoir à tous, bienvenue sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. C'est un plaisir toujours de vous revoir connectés. Nous revenons des vacances, nous avons eu des belles vacances, l'équipe de Voix d'Homme. Nous espérons aussi que vous avez eu des belles vacances et nous sommes de retour avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'amour à partager avec vous, nos internautes. Sur le plateau, aujourd'hui, nous avons deux hommes. Nous avons une thématique, les divorces dans les couples. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi tant de divorces après quelques années de mariage ou encore quelques mois de mariage? Sur le plateau, nous avons deux hommes. Certes, on devait avoir trois hommes, mais le troisième a été empêché. Alors, je vais vous présenter les panélistes de ce vendredi. Bonsoir, Hervé. Oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci déjà d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Voix d'Homme. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Merci. Tu as suivi la thématique du jour, les divorces dans les couples. Pour toi, c'est quoi le divorce? Oui, thématique, c'est assez difficile de parler de divorce quand on essaye de voir déjà comment des personnes peuvent se mettre ensemble. Alors, le divorce, c'est quoi? C'est la séparation entre deux personnes déjà. Donc, la séparation et le consentement de séparation entre deux personnes et aussi entre deux familles. Voilà. D'accord. Merci, Hervé. Installe-toi. Tu n'es pas seul sur le plateau. Il y a aussi Herman qui est là. Je vais l'introduire tout de suite. Bonsoir, Herman. Bonsoir, Daniel. Herman est un habitué du plateau de Voix d'Homme. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, c'est normal. Qui est Herman? Alors, Herman, coach Herman, je suis juriste, conférencier et je suis également love coach. En quelques mots, voilà, en quelques mots, c'est ce que je suis. Herman, tu as suivi la thématique du jour, les divorces dans les couples. Déjà, pour toi, c'est quoi le divorce? Alors, le divorce, c'est la séparation définitive entre deux personnes qui étaient mariées et qui décident un bon jour de se séparer pour que chacun d'entre eux prenne son propre chemin. D'accord. Qui décide de se séparer pour que chacun d'entre eux prenne son propre chemin. Quelles sont les principales raisons qui conduisent à des divorces dans les couples? Alors, bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de raisons, hein. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent être à l'origine du divorce. Mais nous allons nous intéresser à quelques principales causes. Bon, parmi les raisons, on peut citer une communication défaillante, on peut citer l'infidélité, on peut citer la violence conjugale, on peut citer l'incompatibilité d'humeur. Bref, les raisons du divorce, je dirais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais les facteurs que je viens de citer, pour ma part, je pense que ce sont les facteurs les plus importants qui causent les divorces dans les couples. Hervé, du même avis, les mêmes raisons? Oui. Alors, il faudrait qu'on essaie déjà de se déterminer des raisons selon l'endroit où on se situe, où on vit aussi. C'est-à-dire que ce soit dans un continent, dans un pays ou ailleurs ou autre. Les raisons sont diverses, comme coach Herman l'a si bien défini. Les raisons sont nombreuses, diverses, ça peut être raison d'incompatibilité d'humeur, culturelle ou autre. Et alors, ça, pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est de savoir c'est dans quel contexte, dans quel milieu nous vivons, c'est-à-dire l'endroit où on se situe. Parce que moi, pour ma part, je vis en France, en Europe, et donc je ne sais pas si je dois donner
un cas général ou un cas particulier des raisons du divorce. D'accord, on Oui. est sur le plateau. Tu dis que tu vis en France. Quelles sont les raisons en Occident? Alors, la principale raison en France, c'est l'infidélité. On ne va pas plus loin. C'est l'infidélité. La principale raison Oui. de divorce en France, c'est l'infidélité. Oui. D'accord. Voilà. Eman, Oui, Hervé, vas-y, Hervé. Merci pour ce qu'il a dit parce qu'il a donné vraiment de la base, en fait, de ce que nous vivons et de ce que les couples vivent, c'est-à-dire en allant vers une séparation, les divorces ne peuvent être causés par ce qu'il est. Voilà. Est-ce que ces raisons sont vraiment primordiales pour qu'un divorce ait lieu, coach Eman? Oui, bien sûr, bien sûr. Ces raisons, ce sont des raisons majeures, hein. Ce sont des raisons majeures qui sont à l'origine du divorce. Monsieur Hervé tout à l'heure a soulevé le cas de l'infidélité. Oui, l'infidélité, parmi les raisons qui causent les divorces, l'infidélité en fait partie aussi. Et ces raisons-là, ce sont des raisons pour lesquelles vous allez constater que les gens se séparent, que les gens décident d'aller jusqu'au divorce. D'accord. Je vais prendre le cas que vous avez aussi énuméré, la communication. Est-ce que la communication peut-elle affecter la stabilité dans un mariage? Bon, pour ma part, je dirais, il faut savoir que la communication, c'est le ciment du couple. C'est le ciment du couple. On ne peut pas on ne peut pas prétendre mettre du temps dans une relation, dans un mariage, s'il y a un problème de communication. Parce que vous voyez, en fait, tous les facteurs qu'on vient de citer, qu'on vient de discuter, parmi ces facteurs, le premier facteur qui doit d'abord attirer notre attention, justement, c'est la communication. Parce que quand il y a un problème de communication dans un couple, peu importe la volonté que vous pouvez avoir, ça sera difficile pour vous d'avancer. Donc, je pense que la communication est un facteur vraiment très, très, très important qu'il ne faut pas prendre à la légère dans un couple. Eman, aujourd'hui, tu es coach, tu es juriste, ça veut dire que tu es confronté à beaucoup de plaintes. De nos jours, pourquoi tant de divorces? Nous avons donné les causes. Nous avons donné les causes pourquoi on divorce, et ainsi de suite. Mais de nos jours, pourquoi il y a tant de divorces? Personne ne dit rien et on a l'impression que c'est tout à fait normal. Bon, je pense que la cause des divorces, ce qui fait que nous divorçons beaucoup, que beaucoup de gens sont en train de divorcer, je pense que de nos jours, nous sommes arrivés à une étape, on ne mesure plus l'engagement du mariage. Il y a des gens qui prennent le mariage à la légère, qui pensent que voilà, il suffit juste d'aller voir monsieur le maire et puis etc., ça va aller. En fait, il y a cette négligence de l'aspect du mariage. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents, ils considéraient le mariage comme quelque chose vraiment de sacré. De nos jours, notre génération, les plus jeunes, pensent que le mariage, il suffit juste de porter une robe de mariée, il suffit de porter un costume qui coûte extrêmement cher et voilà, vous êtes marié. Alors que le mariage, normalement, quand on se marie, on ne doit pas penser au divorce. Mais hélas, bon, les gens se marient aujourd'hui juste pour le plaisir, juste pour impressionner la société. Donc, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui explique le fait que de nos jours, il y a de plus en plus de divorces. Hervé? Oui. Oui, c'est terrible. De nos jours, c'est vrai que dans le temps, le mariage n'est plus considéré comme à l'époque de nos parents. C'est vrai. Pourquoi? Parce que il y a des facteurs aussi avec le temps qui évolue, qui poussent des personnes à prendre cette décision-là à la légère. C'est une grande décision. Se marier, c'est un engagement déjà. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour la vie. On se marie parce qu'on a envie de partager, un bout de chemin avec quelqu'un. Alors, il y en a qui vont peut-être s'adonner à des pratiques en voulant se marier, peut-être pour ressembler, par exemple,
c'est un facteur de société, c'est à la mode, ou peut-être d'autres qui veulent se marier parce que pour des fins financières ou autres, ou peut-être changer aussi de situation de vie. Et on ne sait pas, parce qu'après, ça nous rattrape, hein, ça c'est sûr. Donc, il faudrait qu'on sache que quand on va prendre cet engagement-là, on ne prend pas, on ne devrait pas le prendre à la légère déjà. On devrait bien réfléchir à cela et pouvoir être sûr d'arriver vraiment au bout comme nos parents l'ont fait. Mais est-ce qu'on peut être sûr qu'en se mariant, on finira ces jours avec l'homme ou la femme? On part déjà dans une des mauvaises bases. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne construit pas une relation ou on ne construit pas une vie de couple dans des bases pas solides, comme un immeuble. S'il n'y a pas de bases solides, ça va s'effondrer. Quel que soit le temps, ou quelle que soit la durée, il y aura certainement un moment où ça va commencer à flancher et puis ça va nous rattraper, ça va rattraper les habitudes de tous les jours. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Mais si les bases ne sont pas faites, si on a été dans un engagement avec une idée derrière la tête, où on n'était pas sûr on voulait vraiment atteindre un objectif, où c'était un phénomène de société, c'est à la mode, parce qu'on dit que quand on se marie, c'est tendance. Mais c'est sûr qu'on ne va pas arriver. On ne peut pas se marier parce que c'est la tendance. Le mariage, ça coûte quand même cher. C'est ce qui se passe malheureusement, oui. Ah oui, il y a des mariages, il y a des gens qui se mettent ou qui insistent pour se mettre avec quelqu'un parce que c'est tendance. Parce qu'on a vu la copine se marier et puis moi aussi j'ai envie de me marier. Mais on ne se marie pas comme ça, malheureusement, ça nous rattrape. Eman, pareil, oui. Est-ce qu'on se marie par tendance? On se marie par amour? Est-ce que l'amour même existe encore de nos jours? Oui, l'amour existe encore, hein. L'amour existe encore. Parce que si l'amour n'existait plus, les gens ne se marieraient plus. L'amour existe encore. Mais le problème, c'est que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens ne mesurent plus l'engagement, ne mesure plus le sérieux du mariage. Tout à l'heure, vous avez parlé de tendance. Oui, il y a un problème de tendance. Il y a un problème de tendance. Par exemple, en Afrique, je ne sais pas trop comment ça se passe de l'autre côté. En Afrique, une jeune fille, quand elle atteint un certain âge, mais elle a ses tantes, elle a ses sœurs, elle a ses cousines qui sont derrière elle et qui doivent lui dire, mais marie-toi, marie-toi. Tu ne vois pas que les autres sont en train de te marier, tu se maries, toi tu maries. En fait, ça devient comme un phénomène de mode. Un phénomène de mode. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut avoir une femme. Tout le monde veut avoir un mari. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la maturité pour pouvoir se marier. Il faut être prêt sur tous les plans. Il faut être prêt sur le plan financier. Il faut être prêt sur le plan moral. Il faut être prêt sur le plan spirituel et même sur le plan mental. Donc, ça signifie que le mariage, c'est un engagement. Je pense que, normalement, avant que les gens se marient, ils devraient être suivis par des personnes qui devraient leur donner l'importance du mariage, qu'ils comprennent le poids, qu'ils comprennent la responsabilité qu'ils sont en train de faire. Mais bon, malheureusement, c'est un phénomène tendance, tout le monde veut se marier. Et quand on se marie, on commence à balancer les photos sur les réseaux sociaux, etc. On commence à montrer son doigt et tout. Mais alors que sur le terrain, c'est autre chose, hein, c'est pas l'amusement. Voilà. Malheureusement. Hervé, du côté de la France, du côté de l'Occident? Du côté de la France. Après, du côté de la France, ça dépend des communautés. Ça dépend des communautés. On les voit aussi du côté de la France. On les voit, je prends le cas de ma communauté, la communauté africaine camerounaise. Hein? On peut vivre des années en France, on part d'une relation à une autre, et puis on commence à se poser des questions, la famille se pose des questions, la famille en Afrique et en Europe se pose des questions, mais pourquoi tu n'es pas marié? Un peu de pression, pense à, voilà, il y a tel. Mais est-ce qu'on se marie pour la famille, en fait? Malheureusement, c'est ce qui se passe. Malheureusement, oui. Effectivement. Il y en a, oui, beaucoup se marient pour la famille. Beaucoup en tout cas. Malheureusement. Et on voit alors ce qui se passe après, parce que quand on arrive
devant une situation comme ça, on arrive devant une situation où on n'a pas été préparé, comme coach disait tout à l'heure, coach Herman disait, il n'y a pas eu cette préparation-là. Est-ce que je vais où, hein, je vais faire quoi, comment ça se passe, hein, qu'est-ce qui me motive à le faire, voilà. Il n'y a pas cette préparation-là. Et puis, on arrive à ce qu'on voit tous les jours. Hein. On va dans les tribunaux pour séparer. Et encore, malheureusement. On a parlé de plusieurs facteurs et moi, je vais introduire le facteur financier. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les femmes soient assez indépendantes ne joue pas un grand rôle dans la fructification des divorces? Ok, la fructification des divorces. Quand tu parles de fructification des divorces, tu fais allusion à quoi, Daniel? Mais coach, c'est moi qui pose les questions ici, hein? Oui, tu as raison, oui, effectivement. En fait, c'est pour essayer de comprendre, parce que quand tu parles de fructification, donc c'est dans le sens que le fait qu'une femme soit indépendante, ça peut être un problème pour le foyer. Le couple. C'est une question que je pose. Je essaie D'accord. Bon, je vais essayer de répondre. Je dirais que c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours encouragé et j'encourage toujours les femmes à être indépendantes, à savoir se battre, parce que c'est très, très important. Moi, je pense que pour un homme qui a la tête sur les épaules, ce n'est pas un problème quand une femme est indépendante financièrement. Bien au contraire, pour cet homme-là, c'est vraiment un atout majeur. C'est un atout majeur. Mais il faut savoir malheureusement qu'il y a des hommes qui ne supportent pas le fait qu'une femme soit indépendante financièrement. Il y en a qui ne supportent pas. Et peut-être que dans ce que tu dis, ça fait partie aussi des raisons, hein, parce que il faut savoir qu'une femme, par exemple, que vous avez épousée, elle n'était pas indépendante financièrement. C'était une femme qui dépendait de vous à 100%. Cette femme-là, vous la menez dans le foyer. Elle commence à se battre. Elle trouve un boulot, elle trouve un job, elle lance des activités. Elle commence à être indépendante financièrement. Pour une femme qui a la tête sur les épaules, elle va comprendre que être indépendante financièrement ne signifie pas manquer de respect à mon mari. Tandis que pour d'autres femmes, le fait maintenant qu'elles soient indépendantes financièrement, qu'elles commencent à toucher l'argent, ça va devenir un facteur d'impolitesse et de manque de respect. Donc, je pense que quelque part, ce facteur-là, le facteur d'indépendance financière du côté des femmes, pour certains hommes, c'est un réel problème. Et ça peut aussi être l'une des causes, hein, l'une des causes, parce que l'homme ne se sent plus respecté, ils se sont marginalisés. Et il y a des femmes qui se permettent comme ça de lui narguer, de lui raconter du n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles commencent à gagner de l'argent. Donc, je pense qu'on peut dire, on peut considérer aussi ce côté-là comme étant un côté qui peut être à l'origine de certains divorces. Hervé, tu avais quelque chose à dire? Oui, je vais rajouter quelque chose parce qu'à la base, déjà, les femmes ont toujours été discriminées depuis la nuit des temps. Donc, c'est une victoire pour ce qui se passe de nos jours, de trouver des femmes indépendantes, de trouver des femmes qui se battent, qui peuvent apporter plus dans le foyer, c'est-à-dire de pouvoir s'investir dans le foyer positivement, à ramener de l'argent. Alors, je vais aussi aller dans le sens du coach Herman en disant que ça peut être vraiment on va dire un grand problème pour certaines personnes parce que toucher l'ego d'un homme, c'est, je peux dire, c'est dur, quoi. C'est-à-dire, je ramène une soeur et ma femme, même dans les commentaires entre hommes, hein, d'entendre que X, Y disent que, ben, écoute, lui, il peut entretenir parce que sa femme gagne plus que lui. On touche un peu son ego. Ça peut être difficile pour lui et entraîner des histoires. Ça peut entraîner aussi une cause qui les amènera au plus tard à l'échec, quoi, à l'échec du mariage. Oui, c'est un véritable problème. C'est l'une des causes aussi. D'accord. Vous savez parler, on a parlé des causes du mariage.
On a dit que vous avez dit que beaucoup se marient aujourd'hui pour plaire à la société, pour plaire aux familles. Mais parfois, dans cette union naissent des enfants qui n'ont pas demandé de vivre, qui n'ont pas demandé de venir dans ce monde, qui ne savent même pas que leurs parents devaient se rencontrer, mais qui sont victimes de cette séparation. Comment les enfants sont-ils généralement impactés par les divorces de leurs parents? Bon, monsieur Hervé, vous voulez répondre? Je pourrais répondre après. Hein? Ok, d'accord. Bon, je dirais que les principales victimes des divorces, ce sont les enfants. Effectivement, les enfants subissent malheureusement les effets et les conséquences du divorce. Parce que quand vous voyez un enfant qui était habitué à voir papa et maman ensemble, qui sait que, voilà, papa est là, maman est là, tout va bien, etc. J'ai mon papa, j'ai ma maman ensemble. Vous voyez, quand on est enfant, souvent pour les enfants d'un certain âge, quand ils vont à l'école, il y a cette fierté-là. Ah bon, voilà, mon papa est venu. Ah ben voilà, ma maman est venue, etc. Donc, pour les enfants, je dirais un peu qu'ils idolâtrent l'union de leur père et de leur mère. Donc, c'est bien que lorsque ce schéma familial s'effondre, c'est une grosse claque pour les enfants. Une grosse claque pour les enfants. Parce que là, les enfants, ce modèle familial qui les a fait grandir, pour eux, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et vous allez constater que généralement, après les divorces ou pendant les divorces, les enfants ont des difficultés, surtout du point de vue émotionnel. Voilà, vous allez commencer à sentir un certain nombre de comportements pour certains enfants. Ils vont devenir violents à l'école. Ils vont commencer à sécher les cours. Ils vont commencer à avoir des comportements inadéquats. Tout ça pourquoi? À cause du comportement des parents, à cause de ce divorce. Voilà pourquoi je tiens encore à marteler une fois de plus que le mariage, on ne s'amuse pas avec. J'ai toujours coutume de dire, le mariage, c'est pas pour les petits-enfants. Le mariage, c'est pour les grandes personnes. Quand on n'est pas prêt, on ne se marie pas. Parce que surtout lorsque les enfants arrivent, vous êtes à l'origine, c'est vous qui serez responsable de tout ce qui pourra arriver aux enfants. Si les enfants grandissent avec cette image que le mariage, c'est pas bon, papa n'était pas sérieux, voilà pourquoi maman lui a quitté. Maman a fait ceci, voilà pourquoi papa a quitté. Ce sont des séquelles que vous laissez aux enfants. Et quand ils vont grandir, ne soyez pas surpris que demain après-demain, ils reproduisent le schéma de ce qu'ils ont vu chez eux à la maison. D'accord. Hervé? Oui, c'est la principale victime, hein, parce qu'ils ont des enfants. On passe pas par quatre chemins. C'est les enfants qui sont les victimes, les principales victimes de la séparation entre les parents. C'est un problème, c'est un véritable problème social, ce que les enfants deviennent après la séparation des parents. Parce que ce qui peut entraîner vraiment des problèmes psychologiques sur les enfants, ils peuvent devenir des criminels. Oui. Des criminels, des futurs, des criminels, plus tard des assassins, parce que quand on regarde un peu le profil de quelqu'un qui a commis des exactions, on voit généralement qu'il a été dans un cocon et puis les parents se sont séparés et puis il y a eu plusieurs facteurs qui l'ont amené à devenir ce qu'il est devenu. Donc, on arrive à ce problème-là qui est là, qui est déterminant. Les enfants sont les principales victimes des divorces que les parents leur font. Après, il y a des suivis, hein, il y a des institutions qui peuvent, dans des pays où c'est un peu organisé, il y a des suivis, il y a des choses qui sont mises en place, mais cela n'empêche que voilà, ça laisse sa marque, ça laisse des traces, encore une fois de plus, et après on ne peut que ramasser
on peut être que responsable de ça. Même la société aussi peut être responsable. Même la société peut être responsable de ce qui pourrait arriver. Donc, on revient là-dessus, c'est les enfants. Et puis, voilà. Nous sommes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, et je vais demander, est-ce qu'il y a un âge idéal pour un homme de se marier? On va commencer par là. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour un homme de se marier où on pense qu'il sait ce que c'est que le mariage? Ok. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Bon, il faut bien sûr regarder aussi au niveau de la majorité, premièrement, parce que il faut d'abord respecter la loi. Hein? La loi, il faut respecter la loi. On ne se marie pas quand on n'est pas majeur, on se marie quand on est majeur. Donc, d'abord, au niveau de l'État, il faut respecter l'âge légal. Hormis cela, je pense que il n'y a pas d'âge. Quand au-delà de 18 ans, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez vous marier à 50 ans, vous pouvez vous marier à 35 ans, vous pouvez vous marier à 20 ans. Tout dépend de la maturité. Tout dépend de la maturité pour un homme. Et pour une femme aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. D'accord. Hervé, du même avis? Préparation. Après la légalité déjà, hein, parce que c'est il y a la légalité. Hein. On va pas se lever un bon matin, on va se dire j'ai 13 ans, ça y est, je vais me marier. Non, non, on va faire les choses dans les normes, que ce soit dans un tel ou un tel pays ou un continent. Il faut respecter la loi, on se marie. Après, il y a une préparation, on a parlé de ça. Il faut être prêt, il faut savoir, on peut se marier après la date après la légalité, on se marie à tout moment. Hein? Il y a des exemples pour ça. On a vu, hein? Les gens ils se marient à 99 ans. Hein? Donc, oui, j'en ai vu. Il faut passer toute leur vie ensemble et puis ils disent bon, on n'a plus rien à faire, on va se marier. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas un âge vraiment, après la légalité, fixe pour se marier, pour se dire oui, bon, le maire. Mais il faut être prêt. Ok, il faut être prêt. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Est-ce qu'il y a un âge pour divorcer alors? Pardon? Est-ce qu'il y a un âge pour divorcer? Ou il y a un nombre d'années? Oh. Un nombre d'années pour divorcer, un âge pour divorcer. Non, 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 il n'y a pas d'âge également. Hein. Il a dit qu'on voit des personnes rester 20 ans, 30 ans, 90 ans et puis ils vont se marier. Mais il faut dire aussi qu'on voit le sens inverse. C'est des choses qui arrivent. D'où ma question. Est-ce qu'après un certain nombre d'années, il faudrait trouver des compromis et ne plus divorcer? Ou il n'y a pas d'âge aussi pour divorcer, pour rompre un mariage? Non, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Après ils sont préparés, ils vont jusqu'au bout de leur voilà. histoire. Hein? Il n'y a pas une date, il n'y a pas une, je veux dire, il n'y a pas une ordonnance qui a écrit que bon, voilà, je me suis marié à tel date, c'est le moment pour divorcer. Non. Il n'y a pas. Après, les gens, ils font ça. On va revenir à la nouvelle année, cette année, ce nouveau monde. L'ancien temps, nos parents ne divorçaient pas. On n'entendait pas ça. Plusieurs grands-parents, plusieurs parents ont fini avec leur partenaire. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Pourquoi ce changement? Ok. Bon, il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a plusieurs facteurs. Il faut voir des facteurs un peu comme la modernité. Hein. La modernité, les temps ont changé. Nous ne vivons plus les temps de nos parents. Vous savez, avant, la période de nos parents, l'amour était quelque chose de vraiment essentiel. C'était essentiel. Par exemple, quand ils avaient envie de voir quelqu'un, tu as envie de voir la personne que tu aimes et tout, tu pouvais parcourir des kilomètres pour aller voir cet être aimé, etc. Il y avait à l'époque, les gens s'écrivaient des lettres et tout. C'était la belle époque, en fait. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Je dirais que la modernité constitue l'une des raisons. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que je pense que les réseaux sociaux, c'est un facteur qui contribue aussi
à l'échec de beaucoup de relations. Beaucoup. Parce que vous allez voir, par exemple, une femme qui est mariée ou un monsieur qui est marié, et sur les réseaux sociaux, voilà, il y a cette facilité-là, on a la facilité d'aborder quelqu'un, chose qui ne se faisait pas avant quand tu n'avais pas les réseaux sociaux. Il suffit juste que tu envoies un message, tu envoies un DM, etc. Facilement, les gens il y a des gens qui se font la course sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que les réseaux sociaux contribuent aussi. Lorsqu'il n'y a pas un bon contrôle au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la modernité, on peut aussi constater ce phénomène-là. Aujourd'hui, vous pouvez être en couple avec une femme. Vous êtes en couple avec elle. Si par exemple, c'est une femme qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle est sur les réseaux sociaux, elle va se mettre à discuter. Parfois, elle a une page TikTok, elle va aller danser là-bas, elle danse, etc. Quand vous voyez, vous laissez, vous, l'homme, vous dites que bon, il n'y a pas de problème. Ma femme peut danser sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que vous oubliez que s'il y a trop de largesse, il suffit, elle peut déraper, elle peut déraper. Si elle ne peut pas être en mesure de mettre des limites, il y a un souci. Vous voyez, je ne suis pas contre les réseaux sociaux parce que je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu comme un couteau. On peut utiliser un couteau pour couper le pain, mais on peut aussi utiliser le couteau pour tuer quelqu'un. Donc, il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Et je pense que les réseaux sociaux contribuent énormément. On a vu des couples, se séparer, divorcer à cause des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., etc. Voilà. Donc, parmi les causes qui expliquent aussi le divorce, il faut aussi les réseaux sociaux en font partie malheureusement. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons, mais moi je pense aussi que la modernité, y compris les réseaux sociaux, contribue aussi à l'échec de beaucoup de couples. Oui. Je vais aller encore dans un autre sens entre, on va dire, l'ancienne époque et la nouvelle, je vais dire, la nouvelle génération, la génération, on va dire, notre génération ou de nos aînés. Et on va dire que moi, je pense que c'était pas pareil. À l'époque de nos parents, c'était pas facile déjà de pouvoir se mettre devant son mari ou devant sa famille et dire je vais demander le divorce. Ça ne se, on va dire, ça se pratiquait pas. En général, vous pouvez dire quoi? On arrangeait dans un clan ou une famille, on essayait de trouver des solutions et puis ça passait. Alors avec le temps, la modernité et tout, avec aussi le coût de la vie, les choses changent. Avant, on pouvait faire, je ne sais pas, les familles faisaient des 8, 9, 10 enfants, plus. Voilà. Voire plus ou encore même beaucoup plus. Ça ne posait pas de problème, ça ne pouvait pas être un facteur qui pouvait amener au divorce. Mais de nos jours, tu vas te marier, tu dis à ton épouse, chérie, je veux 6 enfants, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas, mais pas du tout. Donc, il y a cette transition-là aussi qui peut être amenée à nous poser des questions sur comment on a pu gérer ça. Il fallait aussi se préparer à ça. Il fallait se préparer à la modernité. Hein? On n'a pas été préparé à ça. C'est arrivé, bim, on a subi cela. Et maintenant, il y a des histoires, il y a des séparations, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus parce que voilà, je ne veux pas avoir plusieurs enfants. Je n'ai pas assez d'argent pour élever plusieurs enfants. Mais je vous dis avant, moi je ne vais pas dans le cas général, dans certaines familles, ça pouvait aller à 12 enfants. Hein. Mais on ne se souciait pas de savoir comment est-ce qu'on va les nourrir, les soigner ou les envoyer à l'école. Mais ça existait. Donc, cette transition-là, on n'a pas été préparé à ça. Mais pas du tout. On l'a subi. Donc, maintenant, on ne peut qu'en tirer les conséquences.
D'accord. On va faire une petite transition. On va aller rencontrer l'homme de la rue. Je vais mettre l'homme de la rue qu'on a rencontré. On va écouter son point de vue et on va revenir sur le plateau. On pourra continuer le débat. OK. Bon, déjà, moi, je pense qu'on a beaucoup de divorces parce que les gens ne prennent pas la peine de connaître leur conjoint. Chacun se lève un matin parce que Jean ou bien X ou Y s'est marié, on va aussi se marier. Or, le mariage, c'est pour ça qu'il y a d'abord le fiançailles. On prend la peine d'étudier l'autre et voir si avec lui ça peut marcher. Si ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas. On ne s'engage pas dans le mariage. Le mariage n'est pas fait pour blaguer. Donc, autant mieux être sûr d'où je pars. Et si je suis sûr, je n'ai pas besoin de divorcer après. Ouais. Très fort, hein, ce qu'il a dit. C'est Vraiment pertinent. fort. Ouais. Est-ce qu'on ne constate pas aussi que les différentes cultures, parce qu'à l'époque, il faut noter que les mariages se faisaient entre parents, se faisaient entre villages voisins. Est-ce que, d'où ma question, quel rôle jouent les différentes cultures dans le taux de divorce de nos jours? Edman? Ok. Oui, les cultures jouent de beaucoup, hein. Les cultures jouent de beaucoup, parce qu'il faut savoir que la culture qu'on a du mariage en Afrique n'est pas la même culture qui est conçue dans d'autres pays, hein. Et même en Afrique aussi, hein. En Afrique aussi, en fonction des pays, en fonction des ethnies, chaque ethnie, chaque pays a sa conception du mariage. Donc, je pense que oui, le plan culturel, le plan culturel, c'est aussi, ça joue de beaucoup. Par exemple, en Afrique, quand on voit le mariage, quand deux personnes se marient, hein, les parents n'ont pas envie d'entendre parler du divorce, hein. Ils ne veulent pas entendre parler du divorce. Surtout si du genre, en fait, par exemple, c'est un mariage dans lequel eux, ils savent qu'ils vont se retrouver, où ils vont se retrouver financièrement. Ils savent que, ah oui, notre fille, elle a épousé un monsieur qui est vraiment bien assis financièrement. Ils ne veulent pas entendre le mot divorce. Voilà. Donc, en Afrique, je pense que on a encore un peu gardé, hein, on a encore un peu gardé le côté sacré du mariage. Parce que les parents, généralement, lorsqu'il y a un souci, ils essaient d'appeler les enfants, ils font asseoir les enfants pour essayer de trouver des compromis, pour éviter pour éviter le divorce. Parce que quand on imagine ce que le monsieur, par exemple, a eu à dépenser, tout l'argent qu'il a eu à dépenser, on s'imagine encore, bon, toi, tu veux qu'on aille rembourser la dot. Tu veux qu'on aille rembourser la dot. Non, 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 non. Venez, asseyez-vous, discutez, on va trouver un compromis. Donc, je pense encore qu'en Afrique, on a encore gardé ce côté-là. On ne veut pas, on n'aime pas trop les divorces. On évite, hein, on évite. Bon, ça, c'est mon point de vue. Hein. Hervé, en Europe? Culturellement, en Europe, ça dépend des communautés. Ça dépend des communautés. C'est regardant. C'est regardant dans certaines communautés. Moi, j'en ai rencontré dans certaines communautés, on va dire quoi, du côté de Sri Lanka. J'ai regardé un peu, c'est très, très carré. Hein, c'est très à cheval. On met tout vraiment en œuvre que ça se passe déjà au niveau culturel. Et après, on regarde au niveau des familles. Parce que on va revenir sur l'aspect de la communauté. Il y a des familles qui ne vont pas s'unir si on n'est pas de la même communauté. Ça, il faut le dire. C'est au niveau. Là, je suis en Europe. Hein. Je ne suis pas encore en Afrique. Ouais. Je suis encore en Europe. Il y a des familles, il y a des communautés qui vont pas s'unir. C'est-à-dire, je ne vais même pas loin. Hein. Un juif et un arabe, je suis désolé, ça ne passe pas. C'est comme l'huile et l'eau, ça se mélange. Voilà, ça, c'est même pas impensable. On sait ce qui se passe. Donc, culturellement, oui, ça existe de nos jours. C'est important, c'est regardant, c'est vérifié et c'est encadré par notamment les parents. Mais
je peux dire aussi, je peux ajouter que dans certaines communautés, il y a des familles qui ne se mélangent pas. Mais pas du tout. Là, je suis en Europe. En Afrique, je ne connais pas très bien. J'entends parler. D'accord. Aujourd'hui, vous avez parlé au début de l'infidélité. Oui, j'ai parlé, c'était le facteur numéro 1 en France. Le facteur numéro 1. Pensez-vous vraiment, Coach Eman, Oui. que l'infidélité est une raison pour un couple de se séparer? C'est une raison majeure. C'est une raison majeure pour pousser un couple à se séparer. Parce que, je l'ai toujours dit, je pense que il n'y a pas plus grand manque de respect dans le mariage que l'infidélité. Il n'y a pas plus grand manque de respect. On peut essayer, vous voyez, il y a des couples, lorsqu'ils sont victimes d'infidélité, ils essaient un peu de, disons, de masquer les choses, essayer d'arranger les choses. Non. Moi, je pense que l'infidélité, j'ai toujours comparé l'infidélité un peu comme un verre. Quand vous prenez un verre et que le verre se brise, vous pouvez bien sûr ramasser les teinçons, essayer de coller, mais c'est pas pareil. Le verre ne sera plus comme avant. Donc, je pense que l'infidélité, pour ma part, c'est une raison assez suffisante pour stopper. Parce que même bibliquement, quand on parle aussi dans la Bible, quand on regarde dans la Bible, l'infidélité, c'est une cause de divorce. Donc, faut pas blaguer avec ça. Faut pas blaguer l'infidélité. Pour ma part, on ne joue pas avec, on peut pardonner, mais on ne reste pas avec la personne. Il faut partir. Même après 20 ans, 30 ans de mariage? Peu importe, même 40 ans, 50 ans, il faut partir. Hervé? Oui. C'est quelque chose qu'on vit, on regarde ça, que ce soit à la télé, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans l'entreprise. On voit que généralement, quand il y a déjà infidélité, on est plus loin de la brisure, de la cassure, de la séparation. Pourquoi? Parce que dès que ça s'installe, il y a le doute qui s'installe. Le doute. Je laisse quelqu'un ici me dire s'il peut vivre avec le doute. Il ne pourra pas. C'est ça. Personne ne peut vivre avec le doute. À partir du moment où on a déjà été dans cette situation-là, on vit avec le doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit monsieur ou madame pas au travail, tu n'es pas tranquille. Tu es dans le doute total. Même si la personne ne fait plus rien. Mais c'est déjà là. Et c'est le doute. Et comment enlever ça? C'est pire que le cancer. Comment enlever le doute à quelqu'un? De se dire que mon compagnon ou ma compagne ou mon épouse ou mon époux a fait ça. Qu'est-ce qui me prouve qu'il ne le fera pas? Alors on est dans le doute. Alors, va savoir. On ne vit pas avec le doute. Donc. Il y a un internaute qui dit l'infidélité n'est pas la cause des divorces, c'est plutôt l'hypocrisie qui est la cause des divorces. Donc, oui, je voulais réagir. J'aime bien ce genre de commentaire-là, c'est intéressant. Bon, quand on parle d'hypocrisie, l'hypocrisie, donc ça veut dire que on tolère, on se dit qu'on est hypocrite, et puis on est infidèle. Mais l'infidélité, c'est l'hypocrisie aussi. L'infidélité, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que vous entretenez une relation extra-conjugale. Pourquoi est-ce que généralement les gens qui sont infidèles se cachent? Pourquoi? Vous avez remarqué que ce sont des gens qui se cachent. Ils se cachent, voilà, ils mettent beaucoup de codes dans les téléphones, etc. Ils sont toujours obligés d'aller se cacher quelque part pour aller répondre aux appels. Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Ils se cachent parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils le savent. Mais quelqu'un qui va se cacher pour faire des bêtises, comment on l'appelle? C'est un hypocrite. Donc, infidélité égale hypocrisie.
On entend souvent les hommes dire que c'est par amour qu'ils le font, qui se cachent en fait. Par amour. Par respect. Je te laisserai dire même par respect. C'est ce qu'on suit. Oui, par respect. Par respect, oui, je pense, oui. Par respect, ça passe. Parce qu'il y a des hommes, en fait, qui sont infidèles et qui font tout pour pas que leur femme soit au courant de leur infidélité. Moi, ce que M. Hervé vient de dire, il a absolument raison. Il y a des hommes par respect, ils ne veulent pas que leur femme soit au courant de leur infidélité. Même quand ils sont avec leur tchisa, ils précisent déjà chez la tchisa, écoute, toi ne rêve pas, jamais je veux t'épouser, je ne veux pas que tu viennes foutre du n'importe quoi dans mon mariage, dans mon couple. Il y a des hommes comme ça. Moi, je dis le respect, ça passe. Mais par amour, comment ça? On peut pas dire qu'on aime quelqu'un et puis on va voir ailleurs. Ça marche pas. Ce sont les hommes qui parlent. Nous sommes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Hervé? Oui. Oui. Je t'ai vu sourire. Tu avais quelque chose à ajouter? Non, c'est ce que le coach Herman disait exactement tout à l'heure qui m'a un peu fait sourire. Ça m'a fait penser à quelque chose. Mais exactement. Partage avec nous ce que tu as pensé. Pardon? Partage avec nous ce que tu as pensé. Ah, ça c'est du domaine, c'est privé, ça concerne un proche. D'accord. OK. Alors, coach Herman, pour toi, c'est un no-go. L'infidélité n'est pas pardonnable. L'infidélité, c'est une forme d'hypocrisie. Exactement. Exactement. L'infidélité, on pardonne parce que Dieu nous a enseigné le pardon. Il faut pardonner. Mais il ne faut pas rester. On pardonne, mais on ne reste pas. On part parce que quelqu'un qui vous a trompé une fois, croyez-moi, il va encore vous tromper. Mais il y a des enfants. Généralement, coach Herman, il y a des oui. enfants dans la relation. Il y a une femme qui est amoureuse, là, qui aime son mari. Il y a une femme qui a décidé de pardonner son mari. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il faut partir. Justement, j'y arrive. C'est vrai qu'il y a les enfants. Les enfants sont là. On ne veut pas que les enfants puissent être touchés. Mais le problème aussi, il faut aussi penser aux enfants. Les enfants demain, quand vous allez grandir, et on va vous dire, vous allez être au courant que votre papa, il trompait tout le temps votre maman. Est-ce que vous allez penser, vous allez vous dire, bon, maman, tu avais bien fait de rester. Non, vous allez vous retourner contre votre mère. Vous allez dire, mais maman, tu es restée. Pourquoi? Pourquoi tu es resté? Parce que le problème avec l'infidélité, c'est quoi? Vous partez dehors, vous allez dehors. Quand vous allez à l'extérieur, là, rares sont ces hommes, rares sont ces hommes ou même ces femmes, rares sont ces hommes, je vais prendre le cas des hommes, rares sont ces hommes qui se protègent, qui prennent la peine de porter un préservatif. Vous allez à l'extérieur, vous allez aller ramasser des maladies. Vous allez ramasser, par exemple, une maladie comme le sida. Parce que ce sont des réalités dont on parle. Vous venez chez vous à la maison, vous venez contaminer votre femme. Quand vous contaminez votre femme, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 matins, un enfant va perdre son père et sa mère. Qu'est-ce qui est plus dramatique? C'est cette situation qui est plus dramatique. L'infidélité, on ne badine pas avec ça. On ne badine pas avec l'infidélité. Quand il y a l'infidélité, c'est vrai que ça sera difficile pour les enfants. Mais c'est aussi pour les enfants qu'il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas, demain, si l'enfant se retrouve seul comme ça, orphelin de père et de mère, on connaît nos réalités en Afrique. On connaît nos réalités. L'enfant se retrouve tout seul. Après, maintenant, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, la belle famille commence à venir ramasser les trucs qu'on a laissés à la maison, etc., etc. Non, on ne badine pas avec l'infidélité. On va prendre... Oui, Hervé, vas-y. Quelque chose. Ajoute, s'il te plaît. On dit vraiment, c'est un tue l'amour, quoi. Parce que quand on est en couple, quand on se marie, on se marie, c'est parce qu'on s'aime. Alors, quand il y a infidélité, ça détruit l'amour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les enfants, mais ça détruit déjà l'amour. Et là, quand on ne peut plus s'aimer, qu'est-ce qu'on va faire? Même si une personne a encore des sentiments, même si les deux ont des sentiments, mais c'est déjà détruit, c'est bafoué. Et donc, du coup, on peut qu'aller à la catastrophe, à la séparation. C'est tout. On va prendre les messages des internautes parce que là, il y a une multitude de messages. Déjà, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. La thématique, les divorces dans le couple. Il y a un internaute qui dit « Infidélité, c'est une invention de la nouvelle génération. »
la polygamie, c'est quoi? Une forme d'infidélité planifiée. Ah bon? Non, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Moi, je préfère même, hein, c'est vrai que je ne suis pas pour la polygamie, mais je préfère plus un polygame qu'un homme infidèle. Parce que le polygame, au moins, le polygame, il fait connaître à sa femme, je vais aller prendre une autre femme. Je vais aller prendre une autre femme. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Bon, dans tous les cas aussi, les polygames, généralement, que la femme soit d'accord ou pas, s'il a son projet, il va réaliser son projet. Mais néanmoins, elle sait, elle est au courant qu'elle n'est plus la seule. Mais alors que dans l'infidélité, vous êtes en train de raconter des bobards à quelqu'un. Vous lui promettez, non, bébé, je suis fidèle, je ne fais pas à gauche. Mais derrière son dos, vous allez faire du n'importe quoi. Non. La polygamie, ça passe plus que l'infidélité. Donc, en clair, l'internaute a compris la réponse de coach. Hervé, quelque chose à dire par rapport à l'internaute qui a posé la question? Oui, la polygamie, c'est légal. Hein. Je suis désolé, hein, c'est légal. C'est vrai que je vis en France, c'est vrai, ici, c'est pas légal. J'ai mes collègues qui vont peut-être rigoler, ils vont dire oui, moi, je ne suis pas pour, mais c'est légal. La polygamie, je suis désolé, il y en a, on en a vu qui sont mariés avec d'un coup, 3-4 femmes. Ouais. Et donc, voilà, c'est une nouvelle génération. Les 3-4 femmes se connaissent, en fait. J'en sais trop rien, mais on en a vu, c'est quelque chose qui est légal, c'est quelque chose qui est accepté dans des cultures. Donc, voilà. D'accord, on continue. Avant d'être polygame, on a d'abord été généralement infidèle. Donc, du coup, c'est une infidélité légalisée. Non, je pense pas. Non. non. C'est un peu pas forcément. Hein. Et j'ai des hommes sur le plateau. La question, c'est... On est dans l'univers des hommes, voix d'hommes. Est-ce que pas forcément. Non, moi, je ne pense pas que ce soit forcément cela. Pas tout à fait. En tout cas. Il faut développer. C'est écrit, avant d'être polygame, on a d'abord été généralement infidèle. Donc, du coup, c'est une infidélité légalisée, une façon de dire que celle qu'on vient prendre comme seconde ou troisième épouse ou énième épouse était d'abord celle avec qui on avait une relation extra-conjugale. Extra-conjugale. Non, ça dépend. Moi, pour ma part, je pense que ça dépend. Ça dépend. C'est vrai qu'il y en a qui le font. Ils fréquentaient déjà la chisa de dehors. Hein. Il lui avait déjà promis le mariage. Depuis un bon bout de temps, il était déjà là-bas. Et à un moment donné, du jour au lendemain, il dit à sa femme, non, mais écoute, je vais prendre une deuxième femme. Oui, dans un sens, oui, mais dans un autre sens, non. Dans un autre sens, non. Il y a certains hommes qui sont polygames parce qu'ils héritent cette mentalité de leur père ou encore de leur grand-père. Dans certaines familles, c'est comme ça. Hein, depuis l'arrière-grand-père, toute la lignée, ce sont des polygames. Donc déjà, même quand il se marie avec sa femme, il lui dit déjà dès le départ, écoute, moi, je suis issu d'une famille polygame et je vais me marier. À la longue, je prendrai une autre femme. Donc, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Dans les deux cas, il y a deux possibilités, mais c'est pas forcément qu'un homme qui décide de devenir polygame, ça veut dire qu'il était infidèle d'abord. Non, pas forcément. Et je rajouterais même, coach Herman, que c'est la première épouse qui est susceptible d'aller chercher sa co-épouse. Oui. Alors là, on n'est pas dans la tricherie. On est dans du concret. On est dans du concret. D'accord. Un internaute dit, j'ai épousé toutes mes femmes sans les connaître, sans les découvrir préalablement sexuellement. OK. Ah, voilà. C'est pas de la tromperie. Voilà, il n'a pas trompé. Voilà. Voilà. D'accord. Nous sommes sur Voix d'Homme, les divorces dans les couples, très fréquents. Triste, les enfants sont victimes. Aujourd'hui, comment on peut faire pour remédier à ça?
pour diminuer ce taux? Est-ce qu'il faut rester célibataire? Est-ce qu'il ne faut plus se marier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Bon, moi, pour ma part, pour éviter ça, il faut d'abord se préparer. Il faut se préparer. Nous avons beaucoup parlé de préparation dans ce live. Je pense qu'il faut se préparer. Et généralement, il y a des points sur lesquels il faut se préparer. Il faut se préparer sur le plan financier. Il faut se préparer sur le plan moral. Il faut se préparer sur le plan matériel. Il faut se préparer sur le plan psychologique et aussi sur le plan spirituel. Parce que le mariage, c'est un engagement. Il faut comprendre, engagement, c'est un engagement à vie. C'est un engagement à vie. Il faudrait que les gens comprennent l'importance du mariage et la valeur du mariage. Donc, pour éviter cette hausse de divorce, je pense que ceux qui aspirent au mariage doivent prendre tout leur temps. Le défaut actuellement, c'est quoi? C'est que nous avons une jeunesse, nous avons une génération, les gens sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Voilà, ils veulent vite se marier, on doit vite se marier. Non, il faut pas être pressé. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Les fiançailles, généralement, on dit que bon, on peut faire des fiançailles 6 mois, je sais pas, 1 an. Non, il faut prendre son temps. Même si vous avez des fiançailles de 5 ans, c'est pas grave. Il faut prendre son temps. Étudiez d'abord bien la personne avant d'aller vous marier. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand vous vous mariez, il faut que les gens comprennent que quand vous allez devant monsieur le maire ou quand vous allez devant le pasteur, le prêtre ou l'imam, il faudrait que vous compreniez que on se marie jusqu'à la mort. On ne va pas se séparer. Mais le problème, c'est que notre génération, les jeunes de maintenant, quand ils se marient, déjà dans leur tête, ils ont déjà des options. Ah, mais si je vais là-bas, il n'y a plus l'argent, je veux me séparer d'elle. Ah, ben si c'est ceci, ceci, ceci. Non. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le mariage, on dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire quoi? Que quand vous vous mariez avec quelqu'un, il faut que vous puissiez savoir que dans 2 matins, cette personne-là peut perdre ses mains et ses pieds. Point d'interrogation. Allez-vous rester ou allez-vous partir? C'est ça le problème. Donc, il faut comprendre que c'est un engagement. On ne blague pas avec ça. Je pense que si la jeune génération commence à comprendre la valeur et l'importance du mariage et qu'il se prépare suffisamment, on va constater qu'il y aura une baisse des divorces. Merci, coach. Hervé? Une institution, un projet de vie, une vie. Hein? C'est pas une histoire de demain ou après-demain. Quand on décide de se marier, on décide de se mettre ensemble, il faut se préparer, il faut être prêt. Il ne faut pas se lever un bon matin et se dire, oui, c'est tendance, je vais aller me marier, j'ai vu ma copine et s'est mariée, j'ai vu la tata et s'est mariée, je vais aussi aller me marier parce que c'est un phénomène de société, je vais aller me marier parce que j'ai déjà un certain âge et puis bon, maintenant c'est mon tour. Non, ce n'est pas un jeu. On le dit même lors des célébrations, que ce soit devant le maire ou dans des chapelles. On vous dit, on fait comprendre que c'est écrit dans les textes. On se marie pour le meilleur, pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté. C'est juste jusqu'à la gare. On vous dit ça. Mais quand toi, tu te lèves, tu entends ça, alors que tu as déjà des options dans la tête, tu as déjà fait tes petits calculs, tu entends ça. Est-ce que ça ne peut pas te heurter, te freiner, te dire, hey, attention, ça c'est sacré? Non. Il faut se poser toutes ces questions. Alors on se lève un bon matin pour dire, je vais aller me marier, je vais aller faire ceci, je vais faire comme ma copine, je vais aller faire comme voilà. Nos parents à l'époque, on les préparait à ça. Les mamans dans les cuisines, nos grands-mères, elles préparaient nos mamans au mariage. Ma fille, tu vas aller en mariage. Voilà comment tu vas te comporter avec ton mari, dans ton foyer. On te prépare à ça dès le bas âge. Hein? Comme quand tu disais tout à l'heure, c'est Facebook qui gère maintenant nos vies. C'est les réseaux sociaux. Oui,
malheureusement. Mais alors, le secret de la longévité du mariage dont nos parents et nos grands-parents sont issus, est-ce que c'était la magie? Ce n'était pas la magie. C'est parce qu'il y avait un boulot qui était fait par derrière. Il y avait ce respect-là, cet encadrement qui était fait. Alors, si tu n'es pas encadré comme il faut, tu n'as pas vraiment ce panel de personnes autour de toi qui puissent te montrer le chemin et aussi, toi, pouvoir travailler sur tes envies. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de me marier? Si je n'ai pas envie de me marier, pourquoi est-ce qu'on pousserait au mariage? Non, on ne se marie pas parce que j'ai rêvé de ça dans la nuit. Mais Hervé, quand tu dis « on », tu parles de qui? Parce que le mariage, c'est 2 personnes. Voilà, mais moi, je te dis, moi, je parle dans le sens où c'est souvent amené dans une relation entre 2 personnes que l'une des personnes pousse l'autre au mariage. L'autre a décidé à te marier. Mais il accepte par amour. Oui, il accepte par amour, ou aussi peut-être par... parce qu'il l'aime aussi. Pour ne pas perdre sa bien-aimée, enfin, son bien ou sa bien-aimée. Même si avec tous les sentiments qu'il a, mais si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas préparé financièrement, par exemple, hein? Si tu n'as pas déjà cette capacité financière de pouvoir gérer une cérémonie, enfin, on ne va pas aller se marier parce qu'on va compter sur les amis, les parents. Non, il faut déjà compter sur soi-même. Hein? Il faut déjà compter sur soi-même, être prêt déjà que, bon, voilà, je peux aller dans ce sens ou dans un autre sens. Voilà. Mais c'est généralement, on entraîne, hein, c'est autant on porte le vent, hein, je suis désolé. On est venu te dire, écoute, là, tu dois avoir bande de mal et tu vas m'épouser. Hein. Il y a une internaute qui dit, les circonstances changent et parfois, on n'a pas de choix. Nos mamans restaient pour leurs enfants, mais elles n'étaient pas heureuses. Et ouais, on devrait en parler, coach Edmond. Je voulais en parler. Ah oui, ça, je voulais en parler. Oui, on en a entendu parler. Si je suis resté avec vous, mes enfants, je suis resté là parce que, voilà, j'ai souffert, on va souffrir dans le mariage, on va souffrir dans les coups, la bastonnade, la mauvaise vie et tout ça. Mais ça, on entend parler, on entend parler. Ça a existé. Les mamans sont restées dans le foyer parce que elles dépendaient de leur mari et puis pour leurs enfants. Il y a ça aussi, tu sais que Daniel, à une certaine époque, les femmes n'avaient pas cette autonomie financière. Hein. Les femmes étaient à la maison pour faire des enfants. C'était ça, hein. C'est l'homme qui partait chercher l'argent de la popote et les mamans étaient là pour éduquer les enfants. Voilà, c'était comme ça. Ça revient à ce que l'internaute dit, que les temps ont changé. Aujourd'hui, ça ne peut plus être la même chose. Mais alors, si on ne se prépare pas au mariage, hein, si on ne se prépare pas, même s'il faut faire 5 ans de vie, hein, on a vu des gens qui ont divorcé après. Hein? On a vu des gens qui ont fait 10 ans de relation sans se marier, 20 ans, et puis préparation. Divorcé. On peut vivre, Daniel, on peut vivre au jour le jour, hein. C'est tranquille. Hein. C'est tranquille. On peut se lever le matin, on prend un petit café, on va au boulot, on rentre le soir. On n'a pas de projet de mariage. On peut vivre au jour le jour. 5, 10, 15 ans. Et puis, je voudrais aussi un peu rebondir là-dessus, sur ce que monsieur Hervé est en train de dire. Parce que le truc aussi, il faut comprendre une chose. D'où l'importance de comprendre la valeur du mariage. Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens qui vivent en concubinage et qui sont très heureux. Très heureux. Ils ne peuvent pas envier les gens qui sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont très malheureux. Vraiment malheureux, hein.
C'est-à-dire que vous voyez, ce que vous voyez parfois à l'extérieur, c'est une façade. C'est une façade. C'est pour dire en fait qu'il faut peser la valeur des choses. Le mariage aujourd'hui, c'est devenu une institution que les gens banalisent. Les gens ne prennent plus le mariage au sérieux. Ils ne prennent plus le mariage au sérieux. Moi, je préfère, même si je ne suis pas pour le concubinage, parce que je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais je préfère deux personnes qui apprennent à se connaître, qui se fréquentent d'abord, qui s'étudient pendant un certain temps, et après, qui décident de faire les choses convenablement. Voilà, je préfère, par exemple, un homme, je préfère plus un homme qui se présente au niveau de la famille de la femme, il se présente officiellement, tout le monde sait que c'est lui, et il apprend à connaître sa femme. Mais pas un homme qui ne se présente pas, qui va prendre l'enfant d'autrui, qui vit avec elle, qui lui fait des gosses, et après, voilà. Non. Donc, je pense qu'il faut prendre son temps. Vraiment, il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter, il faut être patient. La patience est une vertu qui devient de plus en plus rare dans les couples de nos jours. Patience, tolérance. Patience, oui. Beaucoup de patience, oui. Il faut être patient. C'est le mot qu'il faut employer dans cette situation, dans cette vue, exactement. C'est le mot, il faut la patience, l'amour, oui, et le fait de pouvoir s'étudier, se comprendre, avoir des petits trucs entre nous, cette complicité-là, créer ça, et après, voilà, ça fait... ouais. Coach Eman, il y a des femmes qui vous regardent. Elles suivent Voix d'Homme. Quels conseils pouvez-vous donner à ces femmes qui envisagent, on va d'abord rester dans le mariage, qui envisagent de se marier? Ok, d'accord. Pour les femmes qui aspirent au mariage, je dirais qu'elles ne se précipitent pas. Qu'elles ne se précipitent pas. Qu'elles prennent leur temps. Je sais que nous vivons dans un monde où il y a une pression sociale, surtout au niveau des parents. Une pression sociale, une pression au niveau des copines, une pression. Non, il ne faut pas se précipiter. J'ai toujours coutume de dire que dans la vie, il faut savoir une chose. Toutes les montres n'ont pas la même heure. Toutes les montres n'ont pas la même heure. Donc, ça veut dire que chacun de nous a son propre destin. Chacun de nous a sa propre destinée. Ce que je peux conseiller, c'est qu'elles prennent leur temps. Vraiment qu'elles prennent le temps d'étudier l'homme. Et puis, je veux aussi préciser un détail qui est majeur. La spiritualité. La spiritualité. De nos jours, on a tendance parfois à oublier le côté spirituel. Alors que le côté spirituel, c'est très important. Pour se marier avec quelqu'un, il faudrait aussi avoir l'aval de Dieu. Parce que la personne que vous aimez, là, la personne que vous voulez épouser, est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord que vous vous mariez avec cette personne-là? Il faut toujours interroger Dieu. C'est important, la spiritualité. Il ne faut pas se précipiter. Il faut mettre Dieu devant. Je pense que c'est un facteur majeur qui peut permettre d'éviter certaines situations. C'est ce que je peux conseiller, je peux conseiller aux jeunes sœurs, aux dames qui aspirent au mariage. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Et aux hommes? S'agissant maintenant des hommes, c'est la même chose. Il ne faut pas se précipiter. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a des rondeurs ou parce qu'elle ressemble à Kim Kardashian. Non. On épouse une femme à cause de sa beauté intérieure. Il faut prendre le temps de l'étudier. On a toujours coutume de dire que dans la vie, il ne faut pas rater deux choses. Il ne faut pas rater sa vocation, il ne faut pas rater sa partenaire de vie. Donc, je conseille à mes jeunes frères vraiment de ne pas se précipiter, de ne pas regarder ce qu'ils voient. Parce que parfois, l'emballage, ça peut te tromper. Quand maintenant tu essaies d'ouvrir l'emballage, là, il y a une bombe dedans. Donc, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il faut étudier. Il faut aussi se préparer sur tous les plans. Mais il ne faut pas aller vite. Si maintenant cette femme-là est trop pressée, elle veut vite se marier, elle se dit non, mais je suis en train de me perdre le temps, etc., etc. Ah, mais il faut la laisser partir. Mais attention, il ne faut pas vivre avec elle dans la même maison. Ça, par contre, il ne faut pas vivre avec elle dans la même maison. Vous faites les fiançailles, vous vous étudiez, vous vivez ensemble.
mais pas dans la même maison. Vous apprenez à vous connaître, mais pas dans la même maison. C'est pas, faut pas aussi encourager le concubinage, parce que le concubinage aussi, ce n'est pas bon. Voilà. Hervé, un conseil aux femmes? Un conseil aux femmes qui aspirent au mariage, qui sont des gens, quand elles auront trouvé leur partenaire, leur futur partenaire pour la vie, de créer des liens, suffisamment forts, d'essayer, de par tous les facteurs possibles, que ce soit des jeux, le dialogue ou tout autre. Mais il faudrait vraiment qu'ils essayent de pouvoir créer un lien vraiment qui pourra, c'est-à-dire un lien indestructible, un lien très fort, que nul autre ne pourra le détruire, avoir une certaine complicité. Alors, quand tu auras trouvé ton partenaire, il faudrait pouvoir être capable de pouvoir déjà le cerner et de pouvoir être capable de se projeter en disant, cette personne-là, je ne serai pas passer toute ma vie avec elle, à pouvoir avoir cette complicité avec cette personne-là et être très bien encadré de par déjà tous les deux et aussi par la famille. De pouvoir se donner des moyens, c'est-à-dire tous les moyens possibles, hein, même spirituels, papa. Oui, c'est même très important. Moi, se donner les moyens de se dire que les liens qu'on va créer et l'amour, enfin, c'est ce qu'on va pouvoir construire pourra être le bon et se lancer. Voilà. D'accord. Et aux hommes? Complicité. Hein? Aux hommes? De se préparer parce que le mariage, c'est dur. D'accord. Merci, Hervé. La thématique du jour, c'était les divorces dans les couples. Nous tirons à la fin de notre émission un conseil, Hervé, à tous les hommes qui sont divorcés, ensuite aux femmes qui sont divorcées. C'est pas la fin du monde, hein. C'était pas le bon, c'était la volonté de Dieu, il faut l'accepter et reculer pour mieux sauter. D'accord, merci Hervé. Coach Herman, aux femmes qui vous regardent là, les femmes qui ont divorcé, qui sont en séparation, un conseil? Ok. Ce que j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont divorcées ou qui sont en voie de divorce, j'aimerais leur dire que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut comprendre que être divorcé, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu es une personne qui ne mérite pas le bonheur. Non. Il faut comprendre que la période de divorce, que cette période de divorce, ça soit pour ces femmes-là un moment de se reconstruire, un moment de se reconstruire et un moment aussi pour acquérir de la maturité. Parce que moi, je vois le divorce, hein, je vois le divorce, même si je ne suis pas vraiment pour le divorce, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je pense que quand on parle de divorce, il faut voir qu'il faut se dire, il faut un peu assimiler le divorce à l'échec. Quand on parle d'échec, généralement, les gens voient toujours le côté négatif et pourtant, on apprend de nos échecs. Donc, quand ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça signifie que tu es une mauvaise personne. Non, c'est pas ce que ça signifie. C'est peut-être que la personne avec qui tu étais, c'était pas la personne qui te correspondait. Alors, il faut comprendre que la vie continue. La vie continue. Le ciel ne tombera pas. La vie continue. Il faut avancer, il faut se reconstruire et puis il faut aspirer pour un avenir meilleur. Merci, Coach Herman. Et aux hommes? Et aux hommes, je dirais aussi la même chose. Il ne faut pas assimiler le divorce comme étant un échec. Il ne faut pas assimiler le divorce comme étant une calamité. Ça arrive. Ça arrive. C'est vrai qu'on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas les divorces. C'est pas intéressant parce qu'il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Mais malgré ça, il faut comprendre que la vie continue.
La vie continue. Il faut tirer des leçons. À mes frères qui sont dans des situations pareilles, il faut tirer des leçons. Il faut avancer et il faut aussi acquérir de la maturité. Mais la vie continue. La vie continue. C'est aussi une occasion de faire prochainement le bon choix. Effectivement, la vie continue. C'est une occasion de faire le bon choix. Nous, on va continuer en allant en week-end. Merci, Emma. Merci, Hervé, pour d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les internautes qui étaient là présents et à ceux qui reverront l'émission. Un mot de fin, Hervé? Oui, déjà merci à toi, Daniel, pour l'invitation de pouvoir échanger, de pouvoir échanger, débattre sur un thème qui, de près ou de loin, nous touche tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde de se marier et ça peut aussi arriver à tout le monde de divorcer. C'est pour moi l'occasion de dire que voilà, c'est des choses qui arrivent et qui peuvent arriver à tout le monde. Voilà. Donc, il faudrait qu'on soit prêt surtout à pouvoir les affronter, qu'on soit prêt à ce que de pouvoir aussi apporter notre soutien à ceux qui en auront peut-être besoin. Et c'est pouvoir dire que c'est quelque chose de vivant, de vrai, de réel. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. C'est un thème vraiment intéressant et important. Il faut en parler. Merci encore, Hervé. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Merci à toi. Coach Eman, un dernier mot. Ok, bon, je vais faire comme Monsieur Hervé. Je vais te remercier. Hein. Merci encore une nouvelle fois pour cette invitation à Voix d'Homme, une émission que j'affectionne particulièrement. Et vraiment, j'aime toujours te féliciter. Hein. J'aime toujours te féliciter pour ce courage, cette détermination que tu as de réunir des hommes pour aborder des sujets sérieux. C'est vraiment important. Et je pense que tu es une femme qui doit inspirer beaucoup d'autres femmes. Donc, je t'encourage vraiment à continuer dans cette lancée, à persévérer. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et s'agissant du thème, c'est un thème qui est très important. C'est un thème qui est très important. Nous ne finirons jamais d'aborder ce thème-là parce que ça restera toujours d'actualité. Donc, le mot de fin, c'est juste de dire que le mariage, c'est un engagement à vie. C'est un engagement à vie. Quand on n'est pas prêt pour se marier, il ne faut pas se marier. Et j'ai aussi envie de dire une chose, ce n'est pas parce que tu ne te maries pas dans ta vie que ça signifie que tu n'es pas quelqu'un. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que non, mais moi, si je ne me marie pas, ça signifie que j'ai raté ma vie. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre que le mariage, c'est un engagement. Et il faut comprendre que le mariage aussi, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier, malheureusement. Le mariage, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, il faut comprendre que c'est un engagement et que lorsqu'on est prêt, c'est suffisamment lorsqu'on est prêt qu'on peut se lancer. Et avec cette façon de voir les choses, avec cet entendement, je pense que dans les années futures, les divorces diminueront. Voilà mon mot de fin. Merci, coach Herman. Mais je vais te demander, à la demande d'une internaute qui m'a dit, je sais que coach Herman passera à ton émission. S'il te plaît, demande-lui de faire un message pour nous, les mamans célibataires. D'accord, ok. Bon, je vais dire une chose. Les femmes, les mères célibataires, ce sont des femmes qu'il faut beaucoup respecter. Il faut beaucoup respecter les mères célibataires. Il faut respecter les mères célibataires parce que les mères célibataires, ce sont des pionnières. Ce sont des pionnières. Ce sont des femmes qui, malgré toutes les difficultés qu'elles traversent, elles continuent toujours à garder la tête haute. Elles continuent toujours à se lever. Elles continuent toujours à faire des sacrifices. Pour ma part, ce sont des femmes qu'il faut décorer. S'il fallait faire des décorations, hein, c'était des femmes qu'il faut décorer parce qu'elles ont un courage incroyable. Donc moi, ce que j'aimerais dire
à toutes les femmes célibataires, à toutes les mères célibataires plus précisément, c'est continuer à vous battre. Vraiment continuer à nous inspirer. Parce que moi, je dirais que ce sont des femmes qui ont inspiré des leaders. Hein. C'est des femmes qui ont inspiré des leaders. Quand vous voyez quelqu'un comme Barack Obama, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais il a été élevé par une mère célibataire. Mais regardez le monsieur qu'il est devenu. C'est un peu pour vous dire que ce sont des femmes qu'il faut beaucoup respecter. Moi, j'aimerais vraiment encourager encore ces femmes à continuer à se battre. Continuer à se battre, continuer à nous inspirer, continuer à nous donner cette force-là. Parce que je pense aussi que même nous, les hommes aussi, nous sommes inspirés par ces femmes. Donc vraiment, chapeau à vous et continuez le combat. Merci, Coach Elman. Merci d'avoir répondu à la question de notre internaute. Je crois qu'elle est là, elle est contente maintenant. Merci à tout le public. Merci à tous nos internautes. Nous avons repris les émissions tous les vendredis 19h. Prochaine émission vendredi à 19h. Je vais vous souhaiter à vous, nos invités, un très, très bon week-end. Restez en santé et merci pour tout le soutien que vous apportez à Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Aux internautes qui nous suivent, merci. On se retrouve vendredi prochain, 19h, même heure, sur nos différentes plateformes. Restez en santé et bon week-end à tous. Bon week-end. Bon week-end.